Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Florence Lafragette de la maison Pétrus. De la petite histoire à la grande histoire, Florence me raconte son parcours, ses passions et surtout toutes les histoires justement qui ont façonné sa vie au fil du temps. Petite, elle choisit le dessin pour exprimer sa créativité et ne l'a jamais quitté. Elle s'attelle aujourd'hui à faire vivre une sublime maison, créatrice d'étoiles à Langon, et telle une compositrice, elle assemble les éléments pour écrire les pages de cette maison française. On parle de créativité, de fabriquer en France, du château Mauriac, d'inspiration et d'art évidemment. Un très bel épisode enregistré au château Mauriac, dans les ateliers chargés d'histoire de la maison Pétrus. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Florence. Bonjour Théo. Ravi de te recevoir sur le Pompon, déjà. Merci, je suis ravie de t'accueillir au Château Mauriac dans nos ateliers. Exactement, j'allais le dire, on est là, on a fait la visite, tu m'as fait une visite tout à l'heure. Très chouette, très beau lieu. Tu nous en parleras tout à l'heure parce qu'il y a plein d'histoires dans l'histoire. Et on verra aussi que tu aimes justement raconter toutes ces histoires-là. Je te laisse te présenter pour commencer, tiens. Alors, je pensais que j'allais présenter mon histoire, mon histoire Pétrus et toutes mes histoires. Parce que c'est vrai que j'ai plus l'habitude de parler des histoires. Ouais, je sais. Mais c'est la tienne qui m'intéresse. Et de dire que chaque foulard raconte une histoire. Oui. Et comme tu le disais, on tire un fil et on raconte une histoire. Et dans l'histoire, une histoire nous amène vers une autre histoire. Exactement. Et en effet, mon histoire m'a amené ici. Donc, si tu veux, je peux commencer On va commencer par ce premier fil-là, alors, si ça te va. Si tu veux. Par la tienne d'histoire. Si tu veux. Alors, j'ai eu plusieurs vies ou une histoire qui est en plusieurs étapes peut-être, puisque j'ai fait du vin dans une première vie. J'ai travaillé dans un grand groupe ensuite, chez L'Oréal pendant 10 ans et j'ai repris la maison Pétrus il y a 4 ans maintenant. Une belle maison qui a plus de 25 ans puisqu'on a fêté ses 25 printemps l'année dernière. Exactement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? C'est une très bonne question. J'ai toujours dessiné. Okay. Donc j'ai toujours dessiné, j'ai toujours raconté des histoires en dessin. Donc je voulais dessiner, j'ai toujours dessiné et c'était vraiment mon moyen d'expression. Mais quand on me demandait ce que je voulais faire, je pense que j'avais compris qu'on attendait de moi un métier sérieux. et je disais juge toujours. Parce que pour moi, la justice, c'est très important. Ce qui est juste, ça a toujours été quelque chose qui m'a animée. Et j'avais le sentiment qu'être juge, c'était quelque chose qui résonnait. Et d'ailleurs, j'ai fait des études de droit. Donc c'était certainement écrit. Et j'ai adoré le droit. J'ai adoré tout ce que ça m'a ouvert comme perspective, comme façon de penser, de s'interroger. Donc oui, je pense que je suis assez en accord avec ce que je voulais faire enfant. Exactement. Puis c'est bien parce qu'effectivement, tu as eu le droit qui est arrivé un petit peu après, puis le dessin qui est revenu au final au galop. Sur le droit, tu as travaillé dans le droit ou non, rapidement, tu es allé... Non, j'ai fait des stages comme on fait quand on est à la fac. J'ai on dirait un M2 aujourd'hui. Et donc j'ai pas travaillé vraiment dans le droit. J'ai fait des stages dans des très beaux cabinets d'avocats parce que en fait, si j'avais pas été rappelée par
par mon histoire familiale, encore une histoire, j'aurais passé mon concours d'avocat. Et je pense que c'est plutôt cette voie-là que j'aurais choisie. Et c'était même sûr, puisque là aussi, c'était presque écrit et j'étais sur le point de le faire. Quand on m'a demandé de reprendre des propriétés viticoles familiales. Et donc je n'ai pas exercé dans cette profession, mais ça m'a toujours servi parce que c'est vrai qu'on est dans un pays où c'est toujours important de comprendre les réglementations, d'être à l'aise avec ces sujets-là. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi une façon de penser. Souvent, je réfléchis en plan détaillé. Je pense que c'est assez vrai. Le droit a dû bien t'aider, effectivement, pour bien t'organiser par la suite. Et donc, tu le dis, justement, tu as été rappelé par l'histoire familiale en 2001, c'est ça? Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Wow, je n'ai fait que regarder 3 éléments. Bonne mémoire. Est-ce que là, tu peux nous en parler? Donc, on est dans un château là aujourd'hui, mais donc il y a une vingtaine d'années, tu étais dans d'autres châteaux. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là, justement? Alors, je suis une 6e génération de viticulteurs. Donc c'est une histoire familiale que je pensais que cette histoire n'était pas la mienne. Et j'avais envie aussi d'écrire mon histoire, je pense. Donc c'est pour ça que, évidemment, je suis allée à la fac d'énologie, plus comme culture générale que parce que je pensais qu'un jour j'en ferais mon métier. Je me suis toujours intéressée au vin comme un produit culturel parce que je trouve, là encore une fois, c'est les histoires, mais je trouve que le vin, comme la gastronomie, comme l'art, raconte beaucoup d'un lieu, d'une époque, des personnes. Donc c'est ça qui m'a plu dans le vin. Et surtout, j'ai pas eu le choix, en fait. On m'a dit des propriétés viticoles familiales. C'est beaucoup mieux quand c'est quelqu'un de la famille qui s'en occupe. Et là, voilà, il y avait une opportunité avec quelqu'un qui partait. Et donc, j'ai refusé. D'accord. Au début, tu as refusé. Ça a très bien marché. Hein. J'ai dit non, évidemment non, je ne suis pas prête, je suis trop jeune. Et parce que tu avais 25 ans. Oui, même pas. Et je me suis retrouvée à gérer 3 propriétés viticoles, plus de 100 hectares de vignes, plus de 50 personnes, des gens qui étaient là depuis toujours. Donc forcément, c'est chouette parce qu'on arrive avec un œil neuf. Et ça, j'aime bien le regard neuf sur les choses. Donc ça m'a permis de faire beaucoup de choses avec beaucoup de liberté que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pensé toute ma vie qu'un jour je ferais du vin et que je le ferais en suivant certaines traditions. Et donc c'est certainement pour ça que très vite j'ai voulu ouvrir mes propriétés au tourisme, j'ai voulu accueillir, j'ai voulu raconter des histoires. Après, je m'arrête. Hein. En même temps, tu es là pour ça aussi. Oui, peut-être. Non, mais complètement. Tu es là pour raconter des histoires. Mais c'est vrai que, oui, je pense que j'avais envie d'exprimer l'essence de chaque propriété avec une bouteille, avec une étiquette qui faisait écho au vin qu'il y avait à l'intérieur, à l'histoire du château, raconter les choses différemment, évidemment toujours en essayant de tirer le meilleur parti de chaque terroir, de chaque cépage, de chaque millésime, et en faisant toujours du mieux possible, parce que ça aussi, je pense que c'est un trait de caractère que j'ai, de toujours chercher l'excellence et toujours vouloir se dépasser, toujours repousser les limites et réinventer, innover. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Et je pense que ce que j'ai encore plus aimé, c'est qu'au bout d'un moment où j'ai compris mon métier, où j'ai compris ce qui plaisait aux personnes qui consommaient mon vin, parce que c'était quand même, on fait du vin pour faire plaisir aux gens et pour qu'ils plaisent. Voilà, et pour qu'ils plaisent. Et c'est en rencontrant d'autres personnes qui faisaient du vin aussi différemment, qui avaient d'autres partis pris, que je pense qu'on a écrit les plus belles histoires à plusieurs. Et ça, c'était vraiment ce que j'ai adoré dans
dans ma vie de viticultrice. Ouais, mais c'est chouette et ça me fait penser au fait que quand on a parfois justement la continuité d'une histoire familiale, toi au départ c'était plutôt non, hein, et c'est pas toujours un cadeau. Enfin parfois c'est un gros poids aussi de reprendre quelque chose où on sent le poids de, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, mais sous une certaine pression, alors qu'elle soit familiale, parfois sociale, etc. On prend des chemins qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Mais toi au final ça t'a plu d'arriver Ça m'a plu et ça a été une chance extraordinaire parce que je pense que le droit, je pense que je serais capable demain de faire un métier. Je dis toujours que je change de métier tous les 10 ans, donc j'ai peut-être une idée de ce que je ferai après parce que je suis passionnée par l'éducation, par plein de sujets. Ouais. Mais c'est vrai que demain, je ferai un métier dans le droit, je suis sûre que ça me passionnerait et que j'adorerais en fait. Et donc oui, je pense que le vin, ça m'a permis d'explorer beaucoup de choses que j'aurais pas explorées si j'étais restée dans un métier juridique. J'aurais pas pu exprimer ma créativité de la même façon. J'aurais pas créé des liens, créé des partenariats de cette façon-là. Je pense que ça m'a aidée à me connaître. Ouais, trop chouette. Et tu parles tu as déjà lancé plusieurs mots, mais le terme passion qui revient, et je pense que tu es habité par la passion dans ce que tu fais. Enfin, on y reviendra au fur et à mesure, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui... Et donc, ce que j'ai envie de comprendre aussi, c'est jusqu'où la passion s'arrête. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on est capable d'être animé par une autre passion? Enfin bon, je m'embarque déjà dans d'autres... dans d'autres questions, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez 5 heures. Ouais, c'est ça. En général, c'est plutôt les questions de fin de podcast, donc je la garde, je la mets sous le coude pour tout à l'heure. Tu es resté une petite dizaine d'années dans ces châteaux, pour après partir dans un gros groupe, tu l'as dit, L'Oréal. Pourquoi changer d'aventure? En fait, je l'ai pas vraiment cherché. J'adorais ce que je faisais dans le vin. C'était formidable. Je travaillais avec des personnes incroyables. Comme je te disais, on a créé des aventures collectives qui étaient fascinantes. J'avais la conviction que le tourisme viticole, c'était quelque chose qui allait se développer de plus en plus. Et aujourd'hui, je suis ravie. Je vois la cité du vin, quand je vois... et on accueille aujourd'hui encore beaucoup de personnes qui viennent visiter le vignoble, qui viennent dans nos boutiques de Bordeaux, qui viennent... alors à Paris, c'est pas forcément les mêmes personnes, mais qui viennent visiter ici nos ateliers au cœur du vignoble. Et donc, je suis ravie de voir que le tourisme a fait son chemin et un beau chemin. Ouais. Donc j'étais pas... j'aurais pas forcément eu l'idée de partir non plus. Je pense que jusqu'à Pétrus, la vie a toujours beaucoup choisi pour moi. Et c'est vrai qu'à l'époque, je communiquais beaucoup. Parce qu'évidemment, quand on n'est pas seul à faire du vin à Bordeaux, quand on fait du vin à Bordeaux. Et donc, il faut raconter des histoires, il faut communiquer. Ça, tu l'as rapidement fait ou est-ce que tu as rapidement compris que c'était important de le faire aussi? En fait, je l'ai fait, mais là aussi, je l'ai fait sans le vouloir. C'était en 2003, donc tu as rappelé tout à l'heure que mes premiers pas dans le vin, c'était plutôt 2001. Donc en 2003, déjà 2001, si mes premières vendanges ont été filmées, et en 2003, j'ai vendangé avant tout le monde. Et donc j'étais la première à vendanger, à demander l'autorisation de vendanger avant le banc des vendanges. Donc, et donc j'ai été interviewée par France Info, par plein de médias, et sans l'avoir cherché, parce que voilà, je me suis battue pour vendanger plus tôt parce que c'était le moment et parce que et donc j'ai pas cherché du tout cette attention, mais elle est venue à moi, et c'est vrai que je me suis rendu compte l'importance de communiquer, l'importance de raconter les choses, et c'est vrai que j'étais pas du tout une communicante, j'étais pas du tout faite pour raconter des histoires, et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai vu la force d'aller à la rencontre de son public, d'aller et c'est venu comme ça en fait. Et c'est vrai que voilà, une interview on amène une autre, et surtout comme j'aimais bien ouvrir mes propriétés, accueillir, faire des ateliers de dégustation, raconter, faire vivre des expériences, je pense que j'étais une bonne candidate et que comme j'ai beaucoup communiqué,
et j'avais une émission de télé aussi à l'époque, c'était bien avant les podcasts, je parle de préhistoire. Donc j'avais une émission de télé sur le vin pendant 5 ans, où une fois par mois, j'allais interviewer un viticulteur, une personne qui était liée au monde du vin. Et donc là aussi, c'était cette envie de raconter les choses différemment. Et je pense que c'est ça qui a intéressé L'Oréal, et L'Oréal est venu me proposer un job parce que justement, j'avais cette capacité, je pense, à communiquer différemment et finalement qu'on soit un grand groupe, une petite entreprise, quel que soit le secteur d'activité, tu le sais mieux que moi, raconter des histoires, communiquer, échanger, c'est extrêmement important. Ouais, complètement. Et alors, avant d'arriver encore sur L'Oréal, effectivement, tu l'as mentionné, l'émission que tu as créée, ou c'est venu à toi peut-être d'ailleurs. Oui, aussi. Tu vois, je dis que tu as créé. Non, tu m'as dit avant Pétrus, c'était venu à toi, donc c'est peut-être venu à toi. C'est vrai. Alors, pourquoi tu as accepté pour le coup, et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? Alors, en fait, c'est Thierry Guillemot, qui était rédacteur en chef de TV7, qui un jour m'a appelé en me disant « ce serait sympa, après certaines émissions, qu'il y ait des dégustations ». Je l'ai fait avec un négociant en vin qui n'est pas disponible ce jeudi, je crois que c'était un jeudi soir. Est-ce que vous pourriez venir faire une dégustation? Donc, j'ai trouvé que l'idée était sympa, je suis venue, ça s'est très bien passé. Et Thierry m'a dit il faut que tu fasses une émission, il faut que tu racontes le vin. Et là, même chose, c'était pas du tout mon métier. Alors, j'ai fait le conservatoire de théâtre. J'ai toujours aimé quand même... il y a une certaine appétence pour la scène malgré tout, sous tous c'est ses ça. angles. Mais c'est pas la même chose. Et voilà, et c'est vrai que voilà, Thierry m'a dit... imagine-nous un concept d'émission et crée une émission. Tu as 13 minutes, une fois par mois. Et donc, ça a été une chance absolue parce que j'avais une grande liberté. Et sur un sujet que je connaissais bien, dans un univers que j'avais envie de valoriser aussi parce que je trouvais que c'était important de raconter des belles histoires, de montrer les coulisses du vin, tout le travail qu'il y a derrière une bouteille, on ne se rend pas compte, de montrer la dimension culturelle. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que quand je vais dans un pays, ce que j'adore, c'est découvrir un pays, évidemment, par ses musées, par l'architecture, mais aussi par la gastronomie et les vins. Parce que moi, ça me parle vraiment de découvrir des cépages, de découvrir des façons de cultiver le vin différemment, et la vigne. Et... Donc c'est ça que j'ai voulu raconter. Donc oui, c'est venu à moi. Génial, ça a dû être hyper enrichissant pour le coup d'aller à la rencontre de toutes ces personnes-là et déjà découvrir des lieux, du vin, des histoires et surtout des femmes et des hommes. Incroyable, partout, parce que c'est vrai que je pense que tu le vois très bien. C'est ce que tu fais aujourd'hui, très bien. On a le nez dans le guidon quand on gère une entreprise. On n'a pas le temps Parfois, on rencontre des personnes, mais on est en représentation et on raconte son histoire. Mais on n'a pas toujours le temps d'échanger avec d'autres personnes et les écouter et voir aussi leur point de vue, leur façon de faire. Donc, cette émission, ça m'a permis aussi d'échanger avec des personnes sur des sujets que peut-être, avec des questions que j'aurais peut-être pas posées autrement dans un autre contexte. Et c'était une bulle d'oxygène une fois par mois. Ça me permettait de sortir le nez du guidon et de m'aérer. Et trouver l'inspiration aussi parfois, j'imagine, aller chercher des idées. Oui, sans forcément chercher des idées, mais c'est en voyant plein de choses que on a encore plus d'idées, donc c'est sûr. Donc l'aventure L'Oréal maintenant, parce que tu es resté 10 ans chez L'Oréal. D'ailleurs, l'aventure L'Oréal, c'est le titre d'un ouvrage de François Dalle. Ah bah très bien. Qui raconte très très bien et que je recommande à toutes les personnes qui ont envie de travailler chez L'Oréal ou dans des belles entreprises comme L'Oréal ou qui ont envie d'entreprendre. C'est un très joli livre sur l'entrepreneuriat. Chouette. Donc ils viennent te chercher, tu l'as dit. T'acceptes? Oui, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok, donc on sait que quand tu dis non une première fois, j'étais plus convaincante parce que quand j'ai dit non à mon père, une semaine après, c'était les vendanges, alors j'avais pas trop le choix. J'y étais. L'Oréal, ça a duré un peu plus longtemps. Okay. Mais oui, je me suis très vite laissée convaincre quand même
parce qu'on m'a proposé de rejoindre une marque qui est mythique, Helena Rubinstein. Donc, Helena Rubinstein est la femme qui a inventé la cosmétique moderne. Et c'est vrai que, encore une fois, une histoire de femme, d'histoire. Parce que je ne l'ai pas trop mentionné, mais déjà dans le vin, dans les groupes, il y avait un groupe avec d'autres femmes dans le vin. Et c'est vrai que j'ai souvent aimé ces histoires de solidarité, de sororité. Et je trouvais que cette femme, Helena Rubinstein, qui avait inventé la cosmétique moderne, je trouvais que c'était très inspirant et j'avais envie de travailler sur cette marque et de révéler toutes les facettes de cette belle maison. Parce que tu as travaillé en communication, en marketing, c'est ça? Communication, début, marketing. Après, communication digitale aussi. Communication digitale. J'étais l'une des premières à lancer un site e-commerce pour le groupe. C'est chouette parce que j'ai vécu 2 révolutions chez L'Oréal. La révolution digitale au moment de mon arrivée et la révolution RSE. Et mon dernier job, c'était justement le mécénat, la fondation. Donc je suis restée 4 ans sur ces beaux sujets à impact social en lien avec des ONG, des fondations. Donc c'est vrai que ça a été une aventure, comme tu dis très bien, qui était très riche et très variée, qui m'a permis d'explorer beaucoup, beaucoup de choses, toujours en lien avec des personnes très inspirantes, avec des belles responsabilités dans un groupe qui a un impact. Donc c'était une très belle aventure. Ouais. Et alors, est-ce que passer de la liberté, de gérer comme on le souhaite au final des propriétés, à la liberté cadrée d'un grand groupe, on s'y fait? Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas de liberté dedans, ou au contraire il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Et c'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée au départ, parce que c'est vrai que mon choix paraissait assez fou, comme mon choix de reprendre Pétrus paraissait assez fou aussi. Et c'est vrai que tout le monde me disait, mais tu étais libre, et là tu rejoins un grand groupe, et en fait on n'est jamais libre. Là aussi, si tu veux, on peut faire un débat sur le sujet, mais on a déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Très philosophique, mais on n'est jamais libre. Donc après, à nous de... en fait, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être en phase avec ses valeurs, avec soi-même, et qu'on soit à l'aise avec le cadre qu'on s'impose aussi, parce que je pense que je n'ai pas eu l'impression que L'Oréal m'ait imposé un cadre. Évidemment, il y a un rythme de réunion, de lancement, de coordination avec les filiales, parce que j'ai toujours eu des jobs à l'international. Donc, on rayonne dans le monde entier. On travaille avec des zones, des relais, dans des régions, des pays. Donc, évidemment, on est nécessairement... c'est comme une civilisation. Il y a des règles, il y a des cadres. Mais après, il faut vivre avec, les comprendre. Je pense que si on les comprend et que c'est en ligne, encore une fois, avec ses valeurs, c'est beaucoup plus facile de se sentir bien. Et surtout, j'ai toujours eu la chance. Alors, je pense qu'on avait un peu détecté mon côté entrepreneur, donc on m'a toujours laissé des projets assez entrepreneuriaux dans une grande organisation, donc c'était une chance. Donc oui, je pense que j'ai eu cette chance de pouvoir dans une grande structure avec un rayonnement important, des partenaires incroyables, de pouvoir naviguer et impulser les choses, parce qu'en effet L'Oréal est pas vraiment une entreprise, un groupe ultra structuré, évidemment, ça dépend des métiers, mais on peut vraiment avoir... et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir aussi favoriser ça avec mes équipes. C'est que les idées, les projets, quand ils naissent d'équipe, c'est formidable. Et on fait des choses de façon beaucoup plus forte. Alors je reviens, tu parlais de ça, tu parlais du cadre. Pour le coup, ça revient beaucoup en ce moment, parce que la semaine dernière, j'ai échangé avec un ami, je lui disais que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas de cadre. Il m'a dit, si, il y a le cadre que tu t'imposes. J'étais là,
Oh merde. Bien sûr. Effectivement, en fait, on s'impose un cadre Oui. et qu'on apprécie ou pas. Enfin, tu vois, parce que parfois on se l'impose, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de s'imposer. Et pour le coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc très intéressant que tu rementionnes ce cadre-là. Mais alors voilà, tu vois, quand tu m'as dit tu es parti du vin et de la liberté pour rejoindre un grand groupe, en fait, quand je m'étais imposé un cadre très très fort dans le vin, parce que j'étais jeune, parce que j'étais une femme, parce que c'était pas mon métier, j'étais bien moins qualifiée que toutes les personnes autour de moi, et je suis arrivée, en plus en étant une 6e génération, donc pas légitime, c'est pourquoi elle, en fait. Peut-être la passion, et tu en parlais tout à l'heure, et c'est certainement plus que des vignes, c'est de la passion qu'on m'a transmise, et certainement cette envie d'entreprendre, et cette envie de se dépasser, et cette envie d'embarquer dans des projets forts. Mais c'est vrai que oui, je me suis imposé un cadre très exigeant. Pour moi, c'était extrêmement important d'être la première sur place au travail. Donc, quand j'allais dans le Médoc, j'étais là avant 8h moins le quart. Donc, j'habitais Bordeaux à l'époque. Donc, il fallait que... Un bon rythme de vie. J'avais des dîners tous les soirs. J'accueillais du monde. Donc, oui, je m'imposais un cadre très intense. Et en effet, c'était une exigence très forte que je m'imposais. Je pense que je continue évidemment à m'imposer, avec peut-être un peu plus de... certainement un peu plus de liberté qu'à l'époque, parce que j'avais certainement beaucoup plus à faire mes preuves à l'époque. Mais j'ai vu que ce cadre que je m'imposais, cette rigueur, elle a été importante. Peut-être que c'était trop, et tu pourrais me dire mais c'est too much, et pourquoi mais c'est vrai que c'est comme ça aussi que j'ai eu le respect de l'équipe qui le premier jour m'a dit vous êtes bien matinale. En se disant ça durera pas. Le deuxième jour, j'ai eu la même réflexion. Puis au bout d'une semaine, on a arrêté de me le dire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des super notes de dégustation pour les vins, quand j'ai eu des beaux articles, quand j'ai commencé à voyager, à faire rayonner en fait notre travail, là j'ai vu qu'on me suivait. Là j'ai vu que qu'être la journée dans les vignes, le soir dans un dîner, le lendemain à l'autre bout du monde, et pour 2 jours, et ça c'était certainement un rythme un peu fou, mais un rythme qui m'a permis vraiment d'aller où je voulais aller, et d'embarquer tout le monde, parce que je pense que la valeur d'exemple, elle est importante. La passion, elle est importante, mais aussi ce qu'on fait et l'exemple qu'on montre est très important. Et déjà sur des termes que tu as employés, de l'importance de quand on entreprend, de la vision et aussi des valeurs, est-ce que toi, à chaque fois, tu as bien posé les deux, et tu fais un petit check-up de temps en temps pour être sûr qu'on soit toujours au même endroit ou pas? Alors, je pense que là où je l'ai plus fait, c'est Pétrus, c'est maintenant, parce que, comme je te disais, c'est le seul vraiment projet que j'ai choisi, qui me correspond pleinement, et donc là, j'ai réfléchi en amont avant de reprendre Pétrus, parce que j'avais 2 voies. Soit je créais une marque, soit j'en reprenais une. C'était l'une des 2 options. Je pense que mon côté développement durable m'a fait dire il y a beaucoup de belles marques, beaucoup de maisons qui mériteraient qu'on leur donne un petit coup de passion, un petit coup d'énergie, de boost pour les faire redécoller. Et, donc c'est plutôt cette voie-là que j'ai choisie. Et c'est vrai que forcément, j'ai beaucoup réfléchi, et j'avais une vision très claire. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que
je fais pas forcément des check-up toute seule en me disant voilà, c'est le 1er janvier, le jour du check-up. Je vérifie que les compteurs soient toujours alignés par rapport. Mais oui, régulièrement, quand on me pose cette question ou quand on fait des grandes réunions comme là, avec toute l'équipe en fin de semaine, c'est toujours l'occasion de vérifier qu'on est aligné avec le cap qu'on s'est posé. Alors au départ, je l'ai fait un peu toute seule, je l'ai incubé toute seule. Ensuite, j'ai partagé ma vision avec l'équipe et maintenant, on l'a co-construit et on la développe ensemble. Et c'est très vrai que les grands axes sont toujours les mêmes. Le cap est toujours le même. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé, notamment à passer certaines tempêtes, certaines vagues. Le Covid était peut-être la première vague qu'on a surfée, puisque j'ai fêté mon premier anniversaire Pétrus pendant le premier confinement. Et c'est vrai que 4 ans après, c'est toujours le même cap. Les valeurs, on les a définies ensemble. C'est très important pour moi que les valeurs soient définies collectivement par l'équipe. Et c'est très amusant de voir que les valeurs de Pétrus aujourd'hui, c'est mes valeurs aussi. Mais je ne les ai pas imposées et elles sont aujourd'hui très partagées et je me sens très alignée avec ces valeurs-là. Qui sont liberté, créativité, responsabilité. Ouais. Et je rajoute aussi souvent parfois exigence et bienveillance, mais juste pour montrer que c'est pas une liberté, que c'est quand même une liberté qui est qui est encadrée par un cap, par un axe, la fameuse nécessité du cadre dont on parlait. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter donc les prémices de l'histoire avec Pétrus alors, parce que donc tu fais 10 ans chez L'Oréal, et comment Pétrus, tu l'as dit, tu avais 2 options, soit créer, soit reprendre. Tu pars sur la reprise. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Alors, j'ai encore une fois beaucoup partagé avec mon réseau, mes amis. J'ai partagé cette envie de reprendre une entreprise qui me permettrait d'exprimer à la fois ma créativité. Alors, je n'ai pas forcément formulé le fait que je dessinais et que j'aimais dessiner et que j'avais envie de ça. Tu avais continué d'ailleurs pendant... Toujours. Tu as toujours continué de dessiner, mais je ne l'ai pas forcément exprimé comme ça. En tous les cas, je voulais que ce soit quelque chose de créatif qui me permette de continuer à raconter des histoires parce que je pense que ça a été le trait d'union à chaque fois. Et évidemment, un secteur d'activité que je connaisse et que je comprenne parce que c'était important pour moi et dans lequel il y avait beaucoup de choses à faire pour que mon côté entrepreneur soit bien nourri et que je puisse exprimer ma passion pour le digital, pour le développement à l'international, pour la réinvention et toujours dépasser les limites. Et je pense que voilà, c'est pour ça que tout de suite, ma stratégie, elle est simple. Tout à l'heure, on parlait de cap. Le cap était très simple et il est toujours très simple. C'est 3 points. Je disais tout à l'heure que je réfléchis en plan détaillé. C'était peut-être, c'est peut-être un exemple. Tu le confirmes par Premier exemple. point. Voilà. Premier point, c'était de prendre le virage du Made in France et du responsable, donc avec des produits véritablement fabriqués en France, de A à Z quand c'est possible, ou au maximum, parce qu'on l'a vu tout à l'heure en visitant, on a vu qu'on continuait pour certains produits à faire appel à des partenaires en Inde, parce qu'on a des savoir-faire qui sont ancestraux et qui sont incroyables, et on en est très fiers. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que tout ce qui peut être fait dans nos ateliers au Château Mauriac est fait dans nos ateliers au Château Mauriac, ou en proche, comme les emballages, par exemple. Ils sont imprimés juste à côté. Le lin, la soie, le coton, aujourd'hui, sont fabriqués en France. Donc évidemment, tout est dessiné dans nos ateliers. Beaucoup de prototypes de finition sont aussi réalisés ici. Et ensuite, on va puiser le savoir-faire là où il est. Et donc, dès que ça peut être fait en France, c'est fait en France. Sinon, évidemment, en Europe aussi, on a trouvé des partenaires qui travaillent très bien, comme en Italie.
un tout petit peu au Portugal aussi. Et évidemment, on a gardé certains liens précieux avec l'Inde. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, c'était le premier axe, la fabrication française et les matières responsables. Ouais. Donc du coton biologique, des matières innovantes. On pourra y revenir si tu veux. Mais voilà, ça, c'était vraiment le premier axe. Et aujourd'hui, 4 ans après, je suis contente de pouvoir avoir des chiffres enfin à partager, parce qu'on est passé de moins de 2% de Made in France à plus de 60% dans la collection, dans la dernière collection de l'été dernier, qui était dans mon premier rapport RSE. Ouais. Et c'est vrai que je peux déjà annoncer que dans l'hiver prochain, 65% des références ça augmente, c'est beau. sont fabriquées en France. Ouais. Donc ça, c'était le premier axe. C'est toujours le premier axe. Ouais. Et ça restera le premier axe. Donc ça, c'est un axe très, très, très important et fondateur. Évidemment, au-delà, bien sûr, du travail des matières, des dessins, des couleurs. Ça, c'est évidemment la base de notre travail et le cœur de notre travail. Le deuxième axe, c'est le digital. Donc, on en a parlé tout à l'heure. C'est un métier que j'ai professionnalisé chez L'Oréal et que j'aime beaucoup parce que je parlais aussi d'innovation. J'adore tout ce qui est innovant. J'adore expérimenter. J'adore le côté test and learn du digital. Donc, évidemment, quand je suis arrivée, la priorité a aussi été sur cet axe-là, puisque il a fallu qu'on crée un site internet, des réseaux sociaux, à la fois pour raconter plus ce qu'on faisait. Alors, on relance le site Breaking News bientôt, là, dans quelques semaines. Donc, on va encore aller plus loin et avoir un site qui raconte encore mieux ce qu'on fait. Mais celui-ci, on l'a lancé en 2 mois, très, très vite. On avait cette envie de pouvoir partager encore plus toutes nos histoires. Des réseaux sociaux, des newsletters, une communauté. On a pratiquement 100 000 personnes qui nous suivent aujourd'hui sur tous nos réseaux sociaux confondus et nos newsletters. Donc, c'est important de pouvoir interagir au quotidien avec les personnes qui aiment notre travail. Et c'est vrai qu'on dit souvent que ce qui fait notre spécificité Petrus, c'est cette proximité avec le monde de l'art, cette capacité à travailler avec des artistes. J'adore quand les artistes disent la maison Petrus, c'est une maison où les artistes se sentent bien. Donc ça, c'est un compliment très fort. Mais je pense qu'on parle aussi à l'âme artiste de nos clients. Et nos clients, les personnes qui nous suivent, les personnes qui aiment nos produits, c'est des personnes qui, évidemment, aiment les beaux dessins, les belles matières, les belles couleurs, les belles histoires, les matières responsables et la fabrication française. Mais c'est vrai aussi que c'est des personnes qui aiment aussi le monde de l'art, qui adorent nos partenariats avec les musées, avec les artistes. Et je pense que c'est comme ça qu'on se parle, presque par télépathie, mais par ce lien avec le foulard. Et ça fait écho, je pense, aux envies de nos clients. Ouais. Trop chouette. Et le troisième axe, parce qu'il y a un troisième point, 3. je t'ai perdu. Non, c'est bon, mais moi, j'ai toujours mon axe. Ouais, t'as raison, t'as tes points parle qui sont trop, prêts. Mais voilà, mon troisième point, c'est l'international. Ouais. Évidemment, comme je te disais tout à l'heure, à la fois quand j'étais dans le vin, je vendais beaucoup à l'international, beaucoup en France parce que je trouvais que c'était important, mais beaucoup aussi dans le monde entier. Ouais. L'Oréal, je n'ai eu que des jobs à l'international. Donc évidemment, Petrus, on a 3 boutiques en propre, une à Paris, boulevard Raspail, et 2 à Bordeaux. On a pas mal de points de vente multimarques qui distribuent nos foulards. On travaille aussi avec des grands magasins comme le Printemps Haussmann, par exemple, et la chaîne Printemps. Depuis peu de temps avec le Bon Marché. Donc ça aussi, c'est important parce qu'on continue à cultiver cette empreinte en France. C'est vraiment important. Mais on n'était pas suffisamment distribué au-delà de nos frontières. Et donc, c'est le troisième axe de la stratégie. Aller encore plus loin pour raconter nos histoires au-delà des... Voilà. Ouais, qui fait le lien évidemment avec le deuxième, la partie digitale, forcément, si on est digitalisé. C'est plus facile. d'aller. Exactement.
Ok, trop chouette. Avant d'aller sur la partie artistique, j'ai envie d'aller sur la partie Made in France. Oui. J'avais reçu Sophie Engster de la maison Chamberlain, Oui. Que tu connais peut-être, je ne sais Bien sûr. pas. Et on avait parlé justement de cette partie-là. Entre la volonté de dire on passe de 2% à 60% de fabriqués en France, et on le fait, il y a un gap, j'imagine, et on en a beaucoup entendu parler de ce côté réindustrialisation. Ça a été facile de trouver des ateliers, de trouver des endroits où fabriquer français, parce que beaucoup ont cette volonté-là, mais on a quand même beaucoup envoyé nos usines un peu partout dans le monde. Alors, c'est évidemment une très bonne question. Déjà, on a commencé par remettre des machines à coudre ici, par renforcer l'atelier ici, renforcer l'équipe créa et atelier, parce que ça partait de là. Hein. Ouais, c'est le cœur, le nerf de la guerre. C'est ça. J'ai été très aidée parce que je suis arrivée avec cette vision, et comme je te disais tout à l'heure, c'est une vision qu'on a très vite partagée en équipe. Et ce qui m'a évidemment beaucoup aidée, c'est que toute l'équipe, on avait très envie. Et c'est très mobilisé, très engagé dans cette voie. Ouais. Donc évidemment, j'aurais pas pu le faire toute seule. Et c'est pas quelque chose, tu arrives en disant, voilà, on va tout changer. On change, on passe au Made in France. C'est ça. Donc on a évidemment... beaucoup cherché. Après, c'est facile, on est allé chercher les meilleurs dans chaque domaine. donc, on est allé chercher dans la région lyonnaise. On a plusieurs partenaires. Dans le nord de la France, on a eu plus de mal peut-être pour le lin, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, certaines cultures sont restées en France, comme la culture du lin, mais le tissage et... tout était parti, il n'y avait plus rien. Ouais. Je crois qu'il reste 5 manufactures en France aujourd'hui, mais qui commencent à se relancer, justement, grâce à des projets, des entrepreneurs qui relancent ça, et puis des projets comme le nôtre, qui permet des partenariats et de dépasser aussi les limites et de réfléchir. Donc, on a trouvé un partenaire avec qui on a développé des étoiles qu'on adore. On les a appelés l'Odyssée. C'était mes premiers produits Made in France. C'était très emblématique de l'Odyssée, de notre Odyssée du Made in France. Ouais. Et c'est vrai que c'est un lin qui est cultivé, récolté, tissé, assemblé, teint en France, 100% Made in France. Il a un label, oui, c'est beau. Il a un label de lin européen, Master of Linen, parce qu'il n'y a pas de label français, mais on peut tracer toute la chaîne. Ça, c'est important aussi. Ouais. Et c'est l'un de nos premiers produits complètement de fabrication française. Donc, on a très vite réussi à faire de la soie, parce que la soie, il y avait un vrai savoir-faire. Très vite réussi à faire du lin aussi, quand même. Différents types de soie aussi, des soies légères, des soies plus épaisses, différents types de finitions, avec des rouletés main dans les règles de l'art, avec des finitions plus simples aussi, parce que c'est important aussi pour nous d'avoir des produits un peu plus accessibles, aussi parce qu'on travaille avec les musées et que c'est des produits qui sont vendus dans des boutiques de musées. Donc évidemment, il faut que le produit soit très beau, mais il faut qu'il ait un prix qu'on ait envie qu'on puisse voilà, qu'on puisse s'offrir, voilà, ou qu'on ait envie de faire un cadeau. Donc ça reste quand même important d'avoir des produits accessibles aussi. Donc la soie, le lin ont été nos premières victoires. Tous les produits de l'atelier, évidemment, hein, j'en parle pas, mais je t'ai montré tout à l'heure, tous les produits qu'on fait ici avec de la fausse fourrure, des plumes éthiques et responsables, tous ces produits qu'on appelait aujourd'hui Petrus Shine, qui sont des produits de cérémonie, plein de petits accessoires, des chouchous, des petits accessoires pour les cheveux, des bijoux. Ça, on l'a fait très très vite avec une logique d'upcycling, parce qu'on voulait donner une deuxième vie à des produits parce que c'était des fins de série qu'on n'allait plus lancer, etc. Donc ça a été nos premières victoires. On a un peu plus bataillé pour le coton, parce que c'est vrai qu'on avait de très beaux cotons en Inde, et c'est vrai que pour faire de la fabrication française, on voulait garder le même niveau de qualité, mieux si possible, mais au moins avoir la
la même douceur, le même traversant. Et donc, on a attendu 1 an de plus avant de le faire. Okay. Et après, j'oublie certainement, j'oublie évidemment un produit fort, un tissage jacquard qui s'appelle Éternité. On l'appelait Éternité parce qu'il est vraiment créé pour durer toute une vie et être transmis de génération en génération. Ouais. C'est notre premier tissage jacquard 100% français. Pétrus est très connu pour ses tissages jacquard. On les garde, on t'a montré quand il y a plein de couleurs, on a gardé les tissages jacquard faits en Inde parce que c'est très maîtrisé. Nos tissages jacquard unis maintenant sont faits en France et on en est très fiers. Donc c'est aussi une belle fierté. J'oublie certainement beaucoup de choses, mais ça montre en effet que on s'est beaucoup battu. Pour répondre à ta question, ça n'a pas été facile. C'est beaucoup plus de travail aussi parce que il faut on a les emballages d'un côté qui, comme je te disais, sont faits juste à côté de nos ateliers. Les étiquettes tissées d'un autre côté. On essaie de plus en plus d'aller encore plus loin aussi dans le pilotage, dans tout ce qui est fait ici dans nos ateliers, dans le pliage. On a une certaine façon de plier le produit pour que quand il soit ouvert, découvert, il y ait tout un rituel et qu'on voit bien le produit. Donc ça a été beaucoup de travail. Mais comme on avait tous cette envie, je pense que c'est ça qui nous a rendu la tâche plus facile et plus joyeuse, certainement. Oui, j'imagine. Et justement, tu parlais tout à l'heure du premier bilan RSE qui est sorti cette année. À quel point c'était important pour toi de l'avoir et aussi d'en parler parce que vous l'avez publié, si je ne m'abuse, mais à quel point c'était important de vraiment transformer ce que tu voulais en quelque chose de très concret. Oui, c'est vrai que j'aime pas trop les déclarations d'intention et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'en arrivant, j'ai très peu communiqué. Encore une fois, comme dans le vin, où c'est le fait d'avoir vendangé plus tôt qui a fait que j'ai été interviewée et qu'on a tiré des fils par la suite. Là, c'est un peu la même chose. La première année, j'ai repris Pétrus. J'ai pas communiqué parce que je voulais écouter, je voulais comprendre les produits, avoir beaucoup de respect pour ce qui avait été fait avant, travailler avec les équipes, être ici beaucoup au Château Mauriac. Alors, on a un pied à Paris, un pied dans le vignoble de Bordeaux. Je le rappelle tout le temps parce que c'est important d'avoir aussi ce passage de la vie, de la culture, de l'ouverture sur le monde et les ateliers, ce cocon de verdure. Et je pense que c'est important de passer de l'un à l'autre. Et donc, la première année, j'ai beaucoup fait ça. Le Covid est arrivé et en effet, comme on a fait des surmasques, des surblouses, des masques pour les hôpitaux, on a fait un produit partage au profit de la Fondation de France, on a fait pas mal d'actions de solidarité. C'est à ce moment-là qu'on a défini nos valeurs d'ailleurs, liberté, créativité et solidarité au début qui est devenu responsabilité pour englober tout ce qui est plus made in France et responsable. C'est à ce moment-là qu'on est venu peut-être plus me poser des questions et que j'ai commencé à communiquer, non pas sur ce que j'avais envie de faire, mais sur ce qu'on avait déjà fait. Et saison après saison, collection après collection, on a fait des pas en avant et on a essayé chaque année d'aller encore plus loin sur la recherche des couleurs, sur la qualité de l'impression, des finitions, des matières, des dessins. Et donc, je voulais pas communiquer trop tôt sur les bilans parce que je trouvais qu'il fallait vraiment avoir... Il me manquait le coton, je pense. Il me manquait le coton de fabrication française. Donc, j'attendais d'avoir vraiment la palette, une palette qui correspondait à cette vision, à ce cap. Et là, c'était peut-être le premier checkpoint, en fait, on en est où par rapport à notre ambition, par rapport à nos valeurs. Et ce premier rapport RSE qu'on a publié, en effet, tout début avril, parce que c'était la fin de notre exercice, fin mars, et parce que c'était faire le bilan sur ces 4 premières années qui ont été importantes et qui nous ont permis de bouger beaucoup de lignes et en effet de refaire un bilan sur les points importants.
Et ce bilan, oui, je suis fière d'avoir pu le partager, d'avoir des vrais chiffres. C'est important, même en équipe, parce que c'est vrai que un pourcentage, un chiffre précis, ça compte vraiment. Ça montre c'est concret tout, aussi, c'est concret. Ça montre tout le travail de l'équipe derrière. Voilà. Chaque chiffre montre un travail immense qui a été fait collectivement. C'est une victoire. Ouais. Bravo. Tu as parlé d'art aussi. Moi, j'ai envie de comprendre d'abord comment est-ce que ils sont imaginés, elles sont pensées, ces étoiles, pour le coup. Parce que toi, tu l'as dit, tu dessines. Est-ce que c'est toi qui les dessines toutes? Voilà, comment c'est créé et j'imagine que depuis 4 ans, tu as mis ta patte là aussi, la Florence Touch, dans les, Alors les étoiles. oui, Donc, comment elles sont imaginées? sur la première collection, j'ai commencé par... déjà, la première collection que j'ai travaillée, c'était une collection qui était déjà là. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir prendre le temps d'observer. Alors, c'est moi qui ai lancé les couleurs et qui ai fait le shooting photo. Donc, ça m'a permis d'éditorialiser cette collection qui n'était pas la mienne et de commencer à comprendre aussi ce que je voulais. Alors, évidemment, comme je dessine depuis toujours, j'avais déjà plein de dessins en tête, plein de dessins dans tous mes cahiers. T'as repris tous tes cahiers, t'as tout regardé. Un petit peu, parce que c'est vrai que Pétrus, c'est un peu une sorte d'aboutissement d'un chemin où progressivement, je mets plein de projets que j'avais ou plein d'idées que j'avais. Et ma vraie première collection, j'avais envie d'exprimer. C'était une vraie première collection où on avait vraiment des produits fabriqués en France. Et cette collection, je voulais qu'elle valorise et qu'elle exprime la France. Donc à la fois Paris et à la fois Bordeaux, la région de Bordeaux. Voilà, pour je te parlais des deux ancrages qu'on a. Donc on a des produits, tu as vu Paris, le Grand Palais, très inspirés de l'architecture parisienne, de ce qui fait vibrer aussi à l'international quand on parle de Paris. Même quand on habite Paris, on adore ces monuments et cette architecture. Donc, on a repris certains éléments d'architecture dans lesquels on a intégré nos motifs, nos dessins, et ça en a fait des œuvres assez uniques. C'est pour ça que je dis souvent qu'on est une entreprise du patrimoine artistique, parce qu'on aime valoriser le patrimoine et l'exprimer. Culturel et artistique. Et culturel, même. voilà. Et donc on avait beaucoup de Paris, de France, évidemment beaucoup de Bordeaux, parce que nos ateliers sont là, dans la région de Bordeaux, que j'ai découvert que juste à côté de nos ateliers, il y avait un atelier, une ancienne manufacture, qui est aujourd'hui un petit musée, qui était à l'époque de la toile de Jouy. On ne se rappelle plus que de la toile de Jouy, mais à l'époque, il y avait une centaine de manufactures en France, et il y en avait une à Bordeaux. À Beau-Tyran précisément, donc juste à côté d'ici. Pas très loin de Langon. Voilà, pas très loin. Et donc je suis allée puiser dans les archives et j'ai retrouvé des archives de toiles d'indiennes en fait. On dirait toile de Jouy de façon beaucoup plus simple, parce que c'est ce qui est resté dans le patrimoine culturel français aussi. Et c'est vrai que j'ai eu envie de reprendre certains dessins, certains codes, mais les redessiner de façon plus contemporaine, donc comme une jungle un peu dynamique, avec des animaux que tu as notés quand on les a regardés tout à l'heure dans un produit qui est devenu aujourd'hui un de nos iconiques qui s'appelle Ève. Et donc on retrouve un tigre, on retrouve des animaux que je dessinais beaucoup avec mon fils à l'époque. Et donc oui, le point de départ d'une collection, pour répondre à ta question de tout à l'heure, sur la première collection, ça a été vraiment un retour aux sources. Beaucoup aussi sur les couleurs, parce que je voulais un rouge parfait, un bleu parfait. Aussi parce que cette toile de ces indiennes était faite avec des pigments de Garance pour le rouge, du pastel pour le bleu. Donc on a eu des recherches sur les couleurs assez poussées dès le départ. La deuxième collection, alors c'était Songe d'une nuit d'été, parce que elle a été rêvée, imaginée pendant le Covid, et j'avais besoin de légèreté, j'avais besoin et je me disais que tout le monde
à la sortie du Covid, allait avoir besoin d'une explosion de couleurs et de beaucoup plus de vie. Et donc, l'idée, c'est parti de cette envie d'exprimer de la musique en dessin dans un premier temps et ensuite en foulard. Donc, c'est parti. À chaque fois, c'est une idée, je pense, plus qu'un dessin seul, parce que finalement, après, on fait plein de dessins. Mais ça part souvent d'un concept, d'une idée, d'une phrase, parfois assez poétique, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans ce qu'on fait et dans ce qu'on aime faire. Et ensuite, à partir de ça, on va partir de quelques dessins qui racontent cette histoire-là et qu'on va décliner. On va décliner à partir d'1, 2, 3, 4, 5 dessins et on va les composer, recomposer. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'on est compositeur d'étoiles. Effectivement. Et donc après, voilà, c'est une partition qu'on va jouer à 4 mains avec un partenaire qui va imprimer avec nous, tisser un produit qui va représenter ce qu'on a rêvé, imaginé au départ. Ouais. Tu parles de 4 mains justement, et j'ai envie de parler de 4 mains. Moi, ça me fait penser au piano. J'ai fait un peu de piano, donc voilà, il y en a un magnifique ici dans l'entrée. C'est aussi ce 4 mains avec le milieu artistique. Tu l'as dit, la première collection avec les bâtiments de Paris, donc l'art de l'architecture. Le deuxième, Songe d'une nuit d'été, forcément là aussi avec le milieu artistique. Pourquoi c'est aussi important pour toi d'être en lien à ce point avec des musées, avec l'Opéra national de Bordeaux, avec d'autres lieux? Pourquoi ce lien est aussi important avec l'art? Alors, je pense que quand je te disais tout à l'heure que je me sens aujourd'hui très alignée avec ce que j'ai toujours aimé et ce qui a toujours été important pour moi. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé la lecture, le théâtre, toutes les forces artistiques en fait différentes. Je trouve que voilà, l'art, ça représente tellement de choses et je pense que c'est pour cette raison, parce que c'est ancré en moi depuis toujours, que j'avais besoin de connecter et de reconnecter, puisque c'était aussi là quand je suis arrivée. Il y avait déjà eu dans le passé des collaborations artistiques avec des musées et c'est vrai que l'une de mes premières actions, je pense, ça a été de réactiver tout ça, de reprendre contact avec des grands musées et de travailler sur des projets main dans la main avec des musées, mais aussi avec des artistes vivants. J'en parlais vendredi dernier avec Rodolphe Martinez, qui est un artiste bordelais avec lequel j'aime beaucoup travailler. Et je disais, ça fait plaisir aussi de travailler avec des artistes vivants parce qu'on a un vrai dialogue. Alors, c'est vrai que souvent, après, tu vas penser que je suis folle, mais pendant le premier confinement, j'ai travaillé sur plus de 15 briefs de musées. Donc, ça m'a pas mal occupée et j'ai beaucoup dessiné, j'ai beaucoup créé pendant cette période. Pas que parce qu'il a fallu quand même gérer il y avait aussi beaucoup de choses. Quand même. Mais c'est vrai que je pense que ça m'a aidé à me libérer, et pas penser aux choses qui étaient dures. Et c'est vrai que tout ce dialogue avec des artistes, avec des éléments du patrimoine, avec des éléments qu'on avait pu me confier, qui viennent du Louvre, qui viennent du musée d'Orsay. Et l'idée, c'était de pouvoir traduire dans un foulard un grand tableau, un grand monument. Et ça, c'est extrêmement stimulant et je trouve que c'est une chance. On a une chance folle de pouvoir travailler là-dessus. Donc, c'est pour ça que je l'ai vraiment recherché et j'ai vraiment recréé ces liens et qu'aujourd'hui, je suis heureuse de reconnecter avec cette histoire de Pétrus et de dire, voilà, Pétrus, c'est plus de 25 ans, plus de 250 étoiles qui ont été créées en partenariat avec des musées, avec des artistes et c'est 300 points de vente dans le monde, mais voilà, cette histoire de 250 créations artistiques vraiment avec des artistes. Alors bien souvent, comme je disais, on dialogue un peu seul avec l'artiste qui est plus là, mais c'est vrai que travailler avec des artistes comme Rodolphe Martinez par exemple, c'est vraiment c'est à 4 mains encore une fois, où là sur le dernier projet qu'on a fait, il y a eu encore beaucoup plus de mains parce que on a fait une veste
sur mesure, qui est une pièce unique, qui est aussi une œuvre d'art parce qu'elle est authentifiée par Art Trust, donc elle a des scellés. On l'a faite sur mesure à partir d'une œuvre de Rodolphe Martinez. Donc c'est une œuvre de Rodolphe mise en œuvre par la maison Petrus et authentifiée par Art Trust et présentée dans une galerie où Rodolphe expose en ce moment, la Galerie des Argentiers, qui a été créée par Maëva Sens, qui est une galerie et galeriste formidable. Et pour Pascal Rousseau, qui est aussi Pascal de Vambranchy, qui est une femme incroyable, très engagée, passionnée. Et on a eu envie, c'est Rodolphe au départ qui a eu cette idée de lui créer une œuvre qui puisse la révéler. Et je dis toujours, une étole, ça protège, ça rassure, ou ça permet d'exprimer et révéler une personnalité. Et je pense que c'est vraiment ce travail qu'on a fait avec Rodolphe pour Pascal. Et donc là, c'est aller encore plus loin et repousser les limites et toujours réinventer en fait notre façon de voir les choses et notre métier. Complètement. Et on fait toujours le lien avec l'art. Et puis j'en ai une forcément derrière toi, juste au-dessus, qui me fait penser à ça. C'est le lien avec ce lieu aussi, qui est en lui-même une œuvre d'art, le château Mauriac. Est-ce que là aussi, on en a un tout petit peu parlé au début, mais nous parler de ce lieu et à quel point le fait d'avoir la maison Petrus ici aussi fait sens et prend part à l'histoire globale, j'ai envie de dire, de la maison Petrus. Alors c'est vrai que Petrus, on raconte des histoires avec des foulards. Chaque foulard raconte une histoire. Et savoir que nos ateliers sont au Château Mauriac, un lieu qui a inspiré François Mauriac, un prix Nobel de littérature. Je le dis parce que, étonnamment, on se rappelle beaucoup du Mauriac journaliste, un petit peu moins parfois du Mauriac écrivain. Et c'est vrai qu'il a quand même été prix Nobel de littérature et son best-seller Génitrix a été écrit à partir de ce lieu où on est aujourd'hui. Donc quand on lit ou quand on relit Génitrix, on retrouve chaque pièce, chaque recoin de la maison, parce que Mauriac disait « je ne peux écrire qu'à partir d'un lieu que je connais à la perfection ». Et c'est vrai que ça fait vraiment écho à ce qu'on fait aujourd'hui parce que Petrus, ça vient du grec, du latin, ça veut dire pierre. C'est pierre de ce château Mauriac au cœur du vignoble de Bordeaux, ancré vraiment dans ses racines, dans les racines de Bordeaux, du vignoble, mais aussi de la littérature, de la culture. C'est extrêmement important parce que je pense que c'est comme si les murs nous racontaient des histoires et nous murmuraient quelque chose comme Mauriac a été inspiré. Donc oui, la nature autour de nous inspire beaucoup et nous rappelle à quel point tous les jours c'est important de faire attention à la nature et de la respecter. Et donc c'est pour ça aussi que on a une démarche responsable avant tout, mais ce lieu nous le rappelle et ce lieu nous rappelle aussi certainement à la culture. Ouais. Et ce lieu, on va pouvoir venir le visiter, c'est ça si je dis pas de bêtises, en juillet. Alors... Comme l'épisode va sortir avant, je fais la promo aussi de ce lieu tout. qui va s'ouvrir. Tu sais tout. Alors en fait, comme je te disais, quand j'ai fait du vin, j'étais une grande convaincue du tourisme et j'adore pouvoir faire partager... j'ai un tout petit peu mentionné ma passion pour l'éducation et la transmission. Et c'est vrai que je trouve que c'est extrêmement important de partager, de transmettre, d'ouvrir un lieu. Et donc, j'ai toujours eu cette envie d'ouvrir encore plus nos ateliers du Château Mauriac à la visite. Alors, c'est vrai que c'est un lieu de travail, hein, tu l'as vu, chaque pièce c'est un bureau. C'est un atelier, un bureau, une salle de réunion, y compris le jardin. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un lieu qui peut être un musée ou qui peut se visiter tous les jours. En revanche, on avait très envie de pouvoir l'ouvrir. Donc déjà l'année dernière, on a fait une exposition à l'initiative de la mairie de Langon, puisqu'on est situé à Langon. Une très belle exposition dans la salle des Carmes, qui est aussi une très jolie salle. Et pendant, je crois que l'exposition a duré 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, tous les mercredis, 1 ou 2 personnes de l'équipe allaient au cœur de l'exposition travailler pour qu'on voit vraiment comment on travaille. Et tous les jeudis,
les personnes pouvaient prolonger la visite en venant ici, en s'inscrivant, en passant par l'Office de tourisme Sud-Gironde. Et j'ai eu envie de renouveler l'expérience cette année. On a aussi ouvert pendant les journées du patrimoine. Donc, breaking news, je pense qu'on va refaire la même chose cette année. Je ne devrais pas le dire parce qu'on a été un peu débordés l'année dernière. donc cette année, venez, mais pas trop non plus. Non, venez, on sera bien préparés cette année. Oui, voilà, la différence. On sera plus nombreux parce que c'est vrai que là, on sortait de salons à Paris et toute l'équipe avait été très mobilisée par les salons. Et là, pour les journées du patrimoine, j'ai dit non, je vais le faire en famille, on va ouvrir. Mon fils était ravi, il accueillait, il ouvrait la porte. Mais c'est vrai que quand je voyais les dizaines de personnes rentrer, je m'attendais absolument pas à ça. Okay. Mais ça a été un moment tellement joyeux et merveilleux de pouvoir faire vivre cet endroit. Ouais. Et c'est vrai qu'on l'a vu aussi beaucoup l'année dernière parce qu'on a eu... au mois de juillet, avec les incendies, une période assez difficile. C'était très mauriacien d'ailleurs comme ambiance. Si on a lu Mauriac, il était témoin des incendies de 49. On avait de la fumée à l'intérieur. Ici, on ne pouvait plus respirer. Donc c'est vrai que pendant quelques jours, c'était une atmosphère très lourde, très pesante, très dure. Donc venir travailler... dans ces conditions, c'était pas facile et on a ouvert tous les jours au public. Okay. Et c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de joie, beaucoup de couleurs avec nos étoiles. Tu en as vu partout. Voilà. Ouais. Mais avoir aussi du monde qui venait visiter et qui apportait de la vie, ça nous a aidé à passer ces moments pas faciles. Et cette année, donc. En effet, tout le mois de juillet, on va être ouvert à la visite. On a 2 façons de venir, soit en passant par l'Office de tourisme Sud-Gironde qui coordonne les visites 2 fois par semaine, soit si c'est un groupe qui est déjà constitué ou quelqu'un qui a envie. On a reçu pas mal de comités de direction, d'entreprises qui sont venus l'année dernière pour faire des brainstorming, des journées au vert. Voilà. Si c'est pour une occasion un peu spéciale, il vaut mieux nous écrire sur hello@petrus.com et à ce moment-là, on prend tout en main et on organise à la carte quelque chose. Magnifique. Donc oui, c'est suffisamment rare pour être mentionné qu'on va être ouvert. Ouais. Et je le dis parce que c'est comme ça que je suis venu, mais il y a la gare littéralement à 1 minute à vélo. Ouais, 5 minutes à pied. 5 minutes à pied, 1 minute à vélo, elle est vraiment juste derrière, donc c'est très facile d'accéder. Et c'est d'ailleurs pour ça que le grand-père de François Mauriac a construit ce château Mauriac ici, au bord de la gare. Aujourd'hui, on adore parce que pour venir travailler, moi, quand je viens de Paris, c'est génial. Ouais. Pour l'équipe qui habite Bordeaux, c'est formidable aussi. Et pour les visiteurs, on peut venir très facilement par l'autoroute parce qu'on est très bien desservi. Et on peut venir aussi très facilement par la gare. Et ensuite, c'est 5 minutes à pied. Donc, c'est un lieu extrêmement accessible. Et c'est pour ça que le grand-père de François Mauriac, qui avait besoin d'un lieu stratégique pour expédier du bois, des soieries, je l'ai appris aussi récemment. Mais voilà, c'était un lieu vraiment stratégique. Et ça l'est aujourd'hui pour accueillir du monde. Ouais, trop chouette. J'y pense parce que je l'ai vu aussi. Et on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais le côté sur-mesure, toi, tu es allé à Cannes, n'est-ce pas, avec une magnifique robe, œuvre d'art qui faisait office de robe. Oui, j'ai dit à Rodolphe, j'ai habité une œuvre, donc j'avais l'impression que c'était plus qu'une robe en effet. Ouais. Et après, c'était juste pour la mention parce qu'on a vu plusieurs personnes à Cannes, quelques actrices notamment qui portaient du Pétrus. Oui. Et voilà, c'est très très joli. Alors je sais pas comment ça s'est organisé, mais j'ai vu de très beaux articles. Alors on est très partenaire du monde de l'art, comme on le disait tout à l'heure, et l'art c'est le théâtre, c'est la danse, c'est la musique, c'est aussi le cinéma. Donc on est partenaire de beaucoup de festivals de cinéma et on adore quand nos foulards vivent, et ils vivent tellement bien quand ils sont habités par une danseuse, un danseur, une actrice, des personnes qui ont l'habitude de mettre en mouvement des costumes. Donc c'est vrai que sur une étole avec des plumes sur un tapis rouge, c'est merveilleux. C'était très beau, voilà, c'était juste la petite mention. Et le dire, effectivement, tu l'as dit, mais on le voit juste là, on imagine, moi c'est vrai que j'avais imaginé au départ des étoiles plutôt pour des femmes, mais vous avez une collection hommes aussi, évidemment. Oui. Alors on a une collection hommes et on a beaucoup de foulards mixtes. Ouais. On a vraiment les deux. Et aujourd'hui, on a à peu près 30% de nos étoiles qui sont achetées
par des hommes pour des hommes, parce qu'on a aussi beaucoup d'hommes qui achètent pour faire des cadeaux. mais oui, je dirais que 30% des étoiles sont portées par des hommes, dans différentes occasions, soit parce que on veut une tenue un peu habillée, on ne veut pas mettre de cravate, donc ça permet d'habiller une tenue. L'hiver, évidemment, quand il fait froid, c'est assez indispensable. Ça permet de twister un look aussi. De plus en plus d'hommes mettent même des carrés de soie. De plus en plus, on nous demande quelle est la meilleure façon de nouer un petit carré de coton, un petit carré de soie. Donc, de plus en plus, oui. Ouais, chouette. Je vais revenir sur la passion. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que, d'après toi, on ne peut que entreprendre en étant passionné ? Alors, je ne peux pas répondre pour les autres. Alors, pour toi, alors pour déjà. moi, voilà. Je pense que, oui, pour moi, c'est même au-delà d'entreprendre. Je pense que tout ce que je fais, oui, j'aime le faire avec passion. Et c'est vrai que si j'organise quelque chose avec mon fils, je vais le faire avec passion. Et si j'accueille et si je fais une visite, je vais le faire avec passion. Si j'entreprends, je le fais avec passion. Je pense que pour moi, c'est important. Ça fait partie de la vie. Et je pense que c'est aussi se sentir vraiment vivant. Et donc, je peux pas parler pour les autres, mais pour moi, oui. Ouais. Et alors, est-ce que dans 6 ans, tu sais ce que tu vas faire ? Parce que ça fera 10 ans. Oui, c'est ça. J'ai dit que je changeais de métier tous les 10 ans. T'attends de voir ce qui viendra. Là, t'es très bien là où t'es. En fait, à chaque fois, ça s'est enchaîné sans vraiment que je réfléchisse. Et c'est venu comme une évidence. Là, quand même... j'avais 2 options. Enfin, j'avais plein d'options et plein d'idées au moment de reprendre Pétrus, évidemment. L'inverse m'aurait étonné. Oui, c'est ça. J'étais aussi très intéressée par l'éducation. Oui. Et c'est vrai que j'ai toujours dit, en reprenant Pétrus, dans 10 ans, mon projet d'après, ce sera sur l'éducation. C'est aussi parce que c'était l'un de mes projets, l'un de mes derniers projets chez L'Oréal. Et je pense que ça viendra. Peut-être pas comme le projet d'après, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi sortir des sentiers battus et même des règles que j'ai pu créer et inventer pour moi. Donc, je ne suis pas sûre de changer dans 6 ans. Je pense que je serai encore là parce que j'aime tellement ce que je fais et ça me correspond tellement que je pense que c'est pas forcément quelque chose après, mais c'est quelque chose en plus ou en parallèle. Et je commence déjà à avoir des initiatives sur ce sujet. Donc je sais pas si ce sera vraiment après, mais déjà, Pendant, en parallèle, comme tu viens de dire. Ouais. Et tu l'as dit tout à l'heure aussi, à chaque fois que tu allais dans quelque chose de nouveau, que ce soit d'abord dans le milieu viticole, après chez L'Oréal, après chez Pétrus, tu as dit qu'on mentionnait que c'était peut-être un peu fou ce que tu faisais. Ça te fait quoi d'entendre ça, enfin d'avoir pu entendre ça ? Est-ce que au contraire ça t'a renforcé dans l'idée de choisir ça ? Si les gens pensent que c'est fou, ouais j'y vais. ou est-ce que au contraire ça peut freiner en disant est-ce que je vais vraiment y aller ? Ouais, je pense que j'ai un petit côté rebelle qui en effet dans plein de contextes, je me suis dit, si c'est trop fou, c'est que c'est juste. Parce que justement, je ne suis pas à l'aise avec des choses trop établies. Donc, je pense que souvent, ça m'a stimulée. Et très souvent, j'ai rencontré la folie de quelqu'un qui a fait écho à mes idées. Et je ne me suis pas retrouvée seule dans mes... Je n'ai jamais été toute seule avec mes projets un peu fous. Mais toujours, je dirais... ou alors je les ai oubliés très vite ces projets-là, mais je pense qu'en général je trouve toujours quelqu'un pour t'accompagner. Oui. Et pour dire que non, je ne suis pas toute seule c'est ça. à avoir cette idée-là. Et c'est vrai que souvent, ce que j'entends, c'est pas des choses qui freinent, mais c'est plutôt ça apporte de la fraîcheur, ça apporte un regard nouveau, ça apporte... Et ça, c'est plutôt stimulant, en fait, d'entendre ça. Donc oui, continuez. Vous pouvez continuer à me le dire. Comment tu t'inspires ? Je sais pas. Je pense que
je vois tellement de choses, je parle avec tellement de monde, je visite tellement d'endroits, de musées. Je pense que mon cerveau, de temps en temps, fait des synthèses tout seul. Et il y a des évidences qui se créent. Un peu comme... j'ai toujours eu ça. Hein, voilà, et tout d'un coup, je vais dire c'est ça, ou c'est comme ça. Donc l'inspiration, elle est partout, en fait. Vraiment. Okay. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Ça fait un peu plus d'1h10 qu'on échange ensemble. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui ont une petite voix dans leur tête et qui leur dit « Allez, vas-y, ose » et qui n'y vont pas encore pour entreprendre et pour moi, l'entrepreneuriat, courir un marathon, je te dis souvent, les personnes me disent que je radote, mais courir un marathon, et je l'ai vécu l'année dernière, parce que je ne suis pas allé au bout, mais c'est entreprendre un projet aussi. Oui. Alors, tu l'as très bien dit, ose. Je pense que l'audace, oser, pas écouter les personnes qui peuvent freiner, qui peuvent juger. Je pense que si on est convaincu de ce qu'on a envie de faire, si on est passionné par un projet, oser la passion aussi. Hein, je pense que oser la passion, oser faire les choses, oser se dépasser, oser y aller. Je dirais que c'est peut-être le conseil que je pourrais donner. Ok, oser la passion, très bien. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Tellement de choses. Tellement de choses parce que dans une journée, j'ai plein de vies. Je dirais que partager, ça m'anime beaucoup. Avec l'équipe, avec les personnes que je rencontre, t'accueillir aujourd'hui. Et merci encore. Partager toutes nos histoires. Je pense qu'on ne peut pas créer quelque chose et faire quelque chose si c'est juste pour rester dans un placard. Et vu qu'on fait des foulards qui ont vocation à être portés, partagés, offerts, j'adore quand on me raconte l'histoire. Parce que nous, on imagine une histoire, mais après, quand quelqu'un vient me dire c'est l'histoire que j'ai portée pour mon mariage ou que j'ai pu offrir à telle occasion, on adore que l'histoire se prolonge. Donc, je pense que c'est ça qui m'anime, c'est savoir que l'histoire continue, se prolonge et fait du bien aux personnes qui portent nos étoiles. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui j'adore. Et très souvent, ça nous arrive très souvent de recevoir des messages. J'ai perdu cette étole dans le train, c'est un déchirement. Je la veux, je l'ai achetée dans tel contexte. Alors, on la cherche. Parfois, on arrive à en retrouver. Parfois, on dit celle-ci, elle va être rééditée à telle date. Donc on aime bien ces challenges j'ai perdu cette étole ou je l'ai abîmée, elle est passée dans mon vélo, dans les... voilà. C'est chouette de savoir que l'attachement, il y a un petit côté doudou, on apporte on garde les étoiles avec soi, savoir que telle étole, elle va donner de la joie parce qu'elle a plein de couleurs, elle va s'accorder avec toutes les tenues, elle va être partagée dans un couple. Alors, un homme et une femme, 2 hommes, le matin, non, ça c'est moi qui la mets. Non, aujourd'hui c'est moi. Et savoir que voilà, on partage aussi, c'est un lien, c'est quelque chose qu'on va offrir, qui se transmet. Ça me donne beaucoup de joie. Trop chouette. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé ? Tu dis ça pourrait être intéressant. On a parlé de l'engagement globalement, on pourrait peut-être en parler un peu plus, je ne sais pas. À voir si, voilà, encore, je te laisse cette porte ouverte. Écoute, non, c'est vrai que j'avais préparé mes chiffres sous les yeux pour pas dire de bêtises, parce que c'est vrai que je suis déjà dans les chiffres de l'année prochaine et de l'année d'après. Donc ça fait beaucoup de chiffres. Donc voilà, j'avais fait les 25 chiffres de nos 25 printemps, parce que l'année dernière c'était l'année des 25 ans, donc je trouvais important de partager 25 chiffres. Donc je vais pas évidemment terminer sur 25
5 chiffres. Mais si ça vous intéresse, vous les retrouvez sur le site internet de Pétrus, au même titre que les étognes. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Évidemment. On adore partager nos histoires. Donc suivez-nous, interagissez avec nous. On adore. On essaie de répondre à tous les messages. Donc oui, je pense qu'on aime créer du rêve. On dit souvent entrer dans le rêve de Pétrus. Donc suivez-nous dans notre rêve, mais aussi interagissez avec nous. Parfait. Florence, merci beaucoup. Merci pour ton accueil encore. Merci Théo. Ravi d'être ici. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Florence m'a embarqué dans son histoire et dans l'histoire de la maison Pétrus, qui est pleine, elle aussi, de toutes petites histoires à raconter, et c'est ça qui en fait la qualité de la maison et évidemment la qualité des produits. Un grand merci aux équipes de m'avoir accueilli et à Florence pour cet échange. Et bien maintenant, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, d'ici là, ouvrez les yeux parce que l'art est partout et prenez soin de vous. À très vite.